Bonsoir et merci de nous avoir rejoints sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. C'est une campagne référendaire sous tension qui débute ce vendredi au Mali. Jusqu'au 16 juin prochain, les Maliens seront appelés à voter oui ou non sur le projet de constitution, un scrutin test avant l'élection présidentielle de février 2024. Le Sénégal qui a vécu une fois encore des heures sombres, des heures déclenchées suite à la condamnation pour corruption de la jeunesse hier de l'opposant Ousmane Sonko ont provoqué au moins 9 morts. Le point sur la situation dans ce journal. Et un exemple des conséquences de la pollution plastique. En fin d'édition, nous irons dans l'est de la République démocratique du Congo. Régulièrement, certaines installations de la plus grande centrale hydroélectrique du pays sont à l'arrêt en raison des déchets plastiques qui bloquent les turbines du barrage de Ruzizi. Lancement de la campagne référendaire au Mali. La campagne du référendum constitutionnel du 18 juin a démarré ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national et il prendra fin le 16 juin prochain. Le mouvement CMAS condamne une mascarade de campagne de vulgarisation du projet qui n'est rien d'autre qu'une campagne en faveur du oui. Émeric Torroignan. À un peu plus de 2 semaines du référendum constitutionnel au Mali, le coup d'envoi de la campagne électorale a été donné ce vendredi à minuit. Les partisans du oui ou du non ont désormais jusqu'au 16 juin pour tenter de convaincre les plus de 8 millions d'électeurs maliens. Initialement prévu le 19 mars, le référendum constitutionnel aura finalement lieu le 18 juin, une étape décisive dans le processus de retour à la démocratie dans le pays. Pour arriver à cette étape décisive, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et l'autorité indépendante de gestion des élections ont réalisé d'importantes activités préparatoires de scrutin pour créer les conditions d'exercice du droit de vote pour chaque citoyen. Ces actions se poursuivront jusqu'à la fin des opérations référendaires. Mais à peine lancée, la campagne référendaire suscite déjà des contestations. La coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko dénonce une mascarade de campagne de vulgarisation d'un projet de constitution illégitime. Pour elle, les actuelles autorités du pays ne sont pas légalement habilitées à opérer une révision constitutionnelle. Ajoutez à cela, le collectif de partis politiques et d'organisations de la société civile pointe du doigt, entre autres, l'indisponibilité des cartes d'électeurs biométriques pour la moitié des citoyens régulièrement inscrits. Plus des 2/3 du territoire étant plongé dans l'insécurité généralisée, échappe encore au contrôle du pouvoir central de Bamako, entre autres. Un simple survol de notre droit positif suffit de se convaincre qu'en plus du défaut de qualité de l'initiateur du projet de nouvelle constitution, aucune condition n'est réunie pour aller à un référendum irrégulier en vue de son adoption. Mais le président de l'AIGE rassure, tout est prêt pour la tenue du scrutin à bonne date, a-t-il affirmé. Selon Moustapha Cissé, des cartes d'électeurs confectionnées localement sont déjà disponibles et prêtes à être distribuées aux électeurs pour le grand jour. 9 morts, c'est le bilan des échauffourées qui ont éclaté hier dans plusieurs villes du Sénégal après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans l'affaire de viol présumé. Une condamnation à 9 mois de la présidentielle qui fait peser plus que jamais sur le leader du parti du PASTEF la menace d'inéligibilité. Mathieu Nicolas. Une voiture en feu au milieu de la route. Un peu plus loin, des fumées sont si épaisses qu'il est difficile d'y voir quelque chose. Des heurts ont éclaté à Dakar. Jeudi soir, la capitale sénégalaise a été le théâtre de violents affrontements entre les partisans d'Ousmane Sonko, condamnés à 2 ans de prison quelques heures auparavant, et les forces de l'ordre. 9 personnes sont mortes lors de ces heurts à Dakar et à Ziguinchor. Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et malheureusement 9 décès à Dakar et à Ziguinchor. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances aux familles des victimes et témoignons de tout notre soutien aux personnes affectées.
Le parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF, avait appelé les Sénégalais à descendre dans la rue et à désobéir en réaction à la condamnation de leur leader à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Après l'annonce du verdict, des affrontements ont mis aux prises des jeunes et les forces de sécurité à coups de pierre et de gaz lacrymogène près de l'université de Dakar. De nombreuses routes ont été bloquées. La circulation du TER qui relie Dakar à la banlieue a aussi été interrompue et des bus ont été pris pour cible. L'accès à certains réseaux sociaux ont été restreints par le gouvernement. Ayant constaté sur les réseaux sociaux la diffusion de messages haineux et subversifs, l'État du Sénégal, en toute souveraineté, a décidé de suspendre temporairement l'usage de certaines applications digitales par lesquelles se font des appels à la violence et à la haine. Une vingtaine de civils ont été tués depuis 2021 dans des troubles liés à la situation d'Ousmane Sonko. Le pouvoir et le camp du leader du PASTEF s'en rejettent la faute. Avec cette peine de 2 ans de prison ferme, la course vers la présidentielle semble s'arrêter pour Ousmane Sonko, qui perd son éligibilité. Selon le ministre de la Justice, il peut désormais être arrêté à tout moment. Et dans ce contexte de violence meurtrière et face au flou entretenu par le président Macky Sall sur sa probable candidature à un 3e mandat, 3 ex-premiers ministres sénégalais lui ont adressé une lettre ouverte. Lettre dans laquelle Mamadou Lamine Loum, Aminata Touré et Abdoul Mbaye lui demandent de confirmer sa promesse de ne pas se représenter à la prochaine élection présidentielle. Il souhaite par ailleurs que le président Macky Sall s'engage à organiser des élections inclusives, libres et transparentes. Seule solution, selon ces anciens premiers ministres, de garantir la stabilité politique et sociale dans le pays. Et direction à présent la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la RDC et le procureur de la Cour pénale internationale ont signé un protocole d'accord sur le renforcement de leur coopération pour lutter contre l'impunité face aux crimes de guerre et contre l'humanité. Jeudi, lors d'une cérémonie à Kinshasa, les détails de Mathieu Nicolas. C'est par Kinshasa qu'il a terminé sa visite en RDC. Après 4 jours dans le pays, Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, a rencontré les autorités congolaises pour la signature d'un accord pour renforcer la coopération entre la RDC et la CPI. Objectif, lutter contre l'impunité face aux crimes de guerre et contre l'humanité. Un accord signé en présence du président congolais Félix Tshisekedi. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique, tournée vers les idéaux de justice et de paix, aujourd'hui menés par mon pays. Lors de son séjour en RDC, le procureur de la Cour pénale internationale a notamment visité l'est du pays, une zone en proie aux violences de multiples groupes armés et où les populations souffrent énormément de ces violences. Karim Khan dit avoir rencontré des enfants qui ont été violés, qui ont donné naissance à des enfants qui à leur tour ont été violés. Et selon lui, ce cycle continuera à moins que la CPI ne construise de nouveaux partenariats. L'heure est à l'action collective pour que les enfants qui naissent, les beaux enfants que j'ai vus, nés des mères qui ont des enfants, soient la dernière génération à naître dans ces circonstances forcées. En mai, les autorités congolaises ont saisi le bureau du procureur de la CPI pour enquêter sur toute personne impliquée dans des violations des droits de l'homme entre 2022 et 2023, période au cours de laquelle des tensions sont nées entre Kinshasa et Kigali, accusés de soutenir les rebelles du M23. L'accord signé devrait permettre aux 2 parties de mettre en œuvre une justice transitionnelle, internationale et locale pour les crimes commis en RDC. En Afrique du Sud, 2e comparution de Fulgence Kayishema. Il est accusé d'avoir planifié avec d'autres l'assassinat le 15 avril 1994 de près de 2000 Tutsis. L'arrestation de Fulgence Kayishema est une étape importante dans la recherche de justice pour les crimes commis pendant le génocide rwandais de 1994. Ses droits à une procédure régulière et à un procès équitable devraient être garantis afin que justice puisse être rendue.
Rencontre à présent franco-congolaise. Ce vendredi à Paris, la première ministre française Elisabeth Borne a reçu son homologue congolais Anatole Collinet-Makosso à Matignon. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la coopération bilatérale entre PME et TPE congolaises et françaises, la coopération des deux pays sur les grands enjeux mondiaux, notamment les enjeux climatiques et environnementaux. Cet entretien bilatéral a aussi permis de faire un point sur les domaines de coopération prioritaires. Cette rencontre intervient 3 mois après la visite d'Emmanuel Macron à Brazzaville. Et tout de suite, le reste de l'actualité réalisé par Noël Dong et Michel Tran. En Tanzanie, les autorités ont annoncé la fin de l'épidémie de virus de Marburg. Une déclaration qui intervient 2 mois après le début des contagions selon l'Organisation mondiale de la santé. Au total, 6 décès ont été enregistrés lors de l'épidémie qui a été déclarée le 21 mars. Le dernier cas confirmé s'est révélé négatif au second test de Marburg le 19 avril, ce qui a déclenché le compte à rebours obligatoire de 42 jours pour déclarer la fin de l'épidémie dans le pays. Le virus de Marburg est un cousin d'Ebola qui provoque lui aussi une fièvre hémorragique. Face à l'épidémie de choléra dans le township de Hamham-Kala, près de Pretoria en Afrique du Sud, les autorités ont mis en place un hôpital de campagne temporaire. L'objectif est de rapprocher les services à la population pour traiter les habitants présentant des symptômes de déshydratation, de vomissements et de diarrhée, signes et symptômes liés au choléra. Ainsi, ils peuvent se rendre immédiatement à l'hôpital de campagne pour se faire soigner. Selon un récent communiqué du département de Gauteng, 229 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du choléra et au moins 23 personnes auraient perdu la vie depuis le début de l'épidémie. L'Ukraine a affirmé vendredi avoir intercepté l'ensemble des missiles et des drones russes qui ont visé dans la nuit Kiev, faisant au moins 2 blessés. L'armée de l'air ukrainienne affirme que l'ensemble des 15 missiles de croisière et les 21 drones d'attaque russes a été détruit par la défense aérienne. Le parquet général ukrainien, qui a ouvert une enquête, a indiqué qu'un enfant de 11 ans aurait été blessé et un homme de 68 ans hospitalisé à la suite de cette attaque massive. Moscou publie depuis début mai les attaques de drones et de missiles sur Kiev, souvent de nuit, une attaque dénoncée par l'Ukraine comme visant à terroriser la population civile au moment où l'armée ukrainienne dit achever ses préparatifs en vue d'une contre-offensive visant à reconquérir les territoires occupés par Moscou. Dans le drame des 27 migrants morts dans la Manche en 2021, de nouvelles inculpations ont eu lieu. Parmi elles, 2 militaires français. Pour rappel, le canot avait coulé au petit matin du 24 novembre 2021, emportant 27 passagers, majoritairement des Kurdes irakiens, âgés de 7 à 46 ans. Ni la France ni le Royaume-Uni ne leur étaient venus en aide. Laurent Leleu. De nouveaux militaires ont été mis en examen dans l'enquête sur le naufrage qui a tué 27 personnes au large de Calais fin 2021, portant à 7 le nombre total de militaires accusés dans cette affaire. Ces 2 militaires étaient à bord du patrouilleur de la marine française, le Flamand, qui naviguait à proximité relative du canot où se trouvaient les personnes migrantes. Le témoignage d'un des rescapés à l'époque avait bouleversé l'opinion publique. À un moment, nous avons vu un bateau vers lequel nous nous sommes dirigés. Mais les gens ont dit non, ce bateau doit se rendre au Royaume-Uni ce soir. Puis il a disparu, nous laissant seuls au milieu de la mer. Tandis que nous nous noyons lentement, les gens ont perdu espoir et ont lâché prise. Puis les vagues nous ont ramenés en France. Personne ne leur est venu en aide, ni côté français, ni côté britannique. Chacun passant la nuit à se renvoyer la balle, comme le prouve cet extrait de la conversation entre une opératrice du CROSS et un migrant qui l'appelle au secours alors qu'il est dans l'eau. Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises, monsieur. Non, pas les eaux anglaises, les eaux françaises. Venez vite, supplie-t-il encore, avant que la conversation ne soit coupée. Agacée, l'opératrice clôt la conversation. Ah bah t'entends pas, tu seras pas sauvé. T'as les pieds dans l'eau, bah je t'ai pas demandé de partir. Certains membres du CROSS ont souligné le manque de moyens pour assurer les opérations de sauvetage face à l'augmentation du nombre d'embarcations en mer, mais les éléments révélés par les enregistrements et les déclarations des survivants ont suscité une vive réaction parmi les associations d'aide aux migrants
et ont secoué le Cross Greenez. Et c'est la dernière ligne droite pour le second cycle de négociations internationales en vue de l'élaboration du traité contre la pollution plastique qui empoisonne la nature et la santé humaine. ONG, scientifiques et représentants de 175 États dans le monde se sont réunis depuis le début de cette semaine à l'UNESCO, au siège de Paris, pour réfléchir sur la question. Mathieu Nicolas. Le temps est compté. Il reste moins de 24 heures aux 175 pays réunis à Paris pour négocier le futur traité mondial contre la pollution plastique. Objectif, élaborer d'ici fin 2024 un traité juridiquement contraignant pour réduire la pollution plastique mondiale. Il n'y a pas de solution aux pollutions plastiques sans acter d'une réduction drastique de la production et de la consommation des plastiques. Alors que 175 acteurs négocient depuis le lundi pour jeter les bases d'un accord mondial avec un outil juridique contraignant contre la pollution plastique, les négociations patinent alors même que le fond du sujet n'a pas été évoqué. Dans ce qu'on souhaite cranter à Paris, il y a 2040, il y a la fin du plastique à usage unique, il y a le principe d'un financement qui repose sur le pollueur-payeur. Parce qu'on a dans ce domaine à intégrer les industries pour qu'elles financent les mécanismes de solidarité. Si on a ça, déjà, on aura un socle qui sera solide. Une coalition d'une cinquantaine de pays, dont fait partie la France, défend un texte de haute ambition qui préconise notamment la réduction de la production de plastique et l'interdiction des plastiques à usage unique. En face, ce sont les États-Unis, premier consommateur mondial de plastique, et la Chine, premier producteur, qui cherchent à éviter des mesures obligatoires et contraignantes. Le monde produit toujours davantage de plastique, 234 millions de tonnes en 2000 contre 460 en 2019, selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, de février 2022. Et seulement 9% des déchets sont recyclés dans le monde. Et illustration des conséquences de la pollution plastique. Direction l'Est de la République démocratique du Congo. Régulièrement, certaines installations de la plus grande centrale hydroélectrique du pays sont à l'arrêt. Arrêt provoqué par des déchets plastiques qui bloquent les turbines du barrage de Ruzizi, près de la ville de Bukavu. Reportage. Ils sont attirés là comme par un aimant. Des milliers de bouteilles, bidons et autres emballages plastiques viennent s'entasser dans le barrage de Ruzizi, tout au sud du lac Kivu, à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le relief montagneux, le climat très humide n'aide pas. Même les déchets jetés à Goma, à des dizaines de kilomètres de là, sont charriés jusqu'ici par les eaux de pluie. Le phénomène ne date pas d'hier. Cela fait 13 ans que Bionanine Mubalama s'efforce avec sa barque de déblayer la surface de l'eau. Un combat perdu d'avance vu l'ampleur qu'a pris cette pollution. Et ces déchets ne font pas que flotter. Quand ils arrivent à la centrale hydroélectrique de Ruzizi, la plus grande de l'est de la RDC, ils s'accumulent dans les installations jusqu'à une profondeur de 14 mètres. Ils ont ainsi endommagé l'une des 4 turbines du site. Elle est à l'arrêt. C'est un groupe de 6,3 MW. Et donc sur le total de 30 MW que nous pouvons produire, vous comprenez que 6,3 n'est pas disponible. Et avec cet alternateur également tombé en panne à cause des déchets, ce sont au total 20 MW qui manquent au réseau de distribution, contraignant à restreindre l'alimentation en électricité des villes de Bukavu et Uvira. Il y a donc urgence à agir, à sensibiliser les habitants. Certains appellent même à sanctionner ceux qui se servent du lac comme d'une poubelle. Quelques structures se sont mises en place pour ramasser les ordures ménagères. Parmi elles, Plasticor, petite entreprise privée de valorisation des déchets. Aussi, nous faisons des campagnes de ramassage, parfois dans les rivières, sur la route. Donc nous faisons en sorte que les déchets vraiment n'atteignent pas le lac. Plasticor transforme ce qu'elle ramasse en objets qui se veulent utiles et beaux, des paniers, des pots de fleurs, des poubelles, des tabourets. Mais avec seulement 10 personnes et un travail entièrement fait à la main, c'est évidemment une goutte d'eau dans cet océan de déchets. La petite entreprise rêve d'industrialiser son activité pour contribuer à une réduction de 90% de la pollution du lac Kivu.
153e session du Conseil exécutif de l'OMS, le Cameroun a été désigné pour porter la voix des 47 membres africains. À cet effet, le ministre camerounais de la Santé publique a pris activement part aux travaux qui se sont déroulés le 31 mai au siège de l'organisation. Au cœur des discussions, l'Afrique revendique une meilleure représentativité au sein de cet organe décisionnel de l'OMS. Chimène Baleba, Pierre Parfait-Ndongo et Cyril Guijoy. Pour la toute première fois, le Cameroun figure parmi les pays siégeant au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé. Au cours des travaux, le ministre Manaouda Malachi a porté la voix des 47 États membres africains. Son plaidoyer était axé sur le rapport de situation annuel sur la mise en œuvre des activités d'évaluation. Leur choix a été porté sur le Cameroun et que le Cameroun devrait pouvoir mieux faire entendre cette voix-là. Et donc nous avons discuté des évaluations, nous avons discuté des conditions des personnels, nous avons discuté de l'ordre du jour des prochaines assemblées mondiales. Le Cameroun occupe désormais une place prépondérante au sein de l'OMS. Le membre du gouvernement, au nom des pays africains, appelle à offrir plus d'opportunités au continent dans cet organe décisionnel, en augmentant le nombre des pays membres bénéficiant du renforcement des capacités en évaluation et en élargissant la liste d'experts en évaluation. Il n'y a que 7 pays africains et l'intérêt pour nous, c'est d'être au cœur des décisions qui se prennent sur la scène mondiale. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a eu la COVID-19, c'est le Conseil exécutif qui a décidé de ce qu'il fallait faire, des orientations qu'il fallait donner. Renforcer le système d'évaluation de l'OMS va à coup sûr redynamiser l'efficacité de ses actions dans les États membres. L'OMS est à la quête des réformes qui permettront de mieux faire face aux défis de plus en plus complexes que représente la santé des populations au XXIe siècle. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Sud et bon week-end.